Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où on plonge dans les abysses de l'histoire criminelle. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'un crime, mais d'un lieu, un endroit qui semble respirer, qui semble avoir une volonté propre. On part à Los Angeles, mais oubliez les palmiers et Hollywood, on va direct à Skid Row. Thomas, tu sais de quel endroit je parle? Ah oui, impossible de ne pas le connaître, le Cecil Hotel, ou comme ils ont essayé de le renommer pour faire oublier son passé, le Stay on Main. Mais on ne trompe personne avec une couche de peinture. Ce bâtiment, c'est littéralement une encyclopédie du crime. C'est exactement ça. C'est massif, c'est un bâtiment art déco de 1924 qui devait être un joyau pour les voyageurs d'affaires, mais qui a sombré presque immédiatement avec la Grande Dépression. Et depuis, c'est comme si les murs s'étaient imprégnés de désespoir. On parle de suicide, d'overdose, de meurtre. C'est pas juste un hôtel bas de gamme, c'est un aimant à malheur. C'est le mot, aimant. Pour donner une idée à nos auditeurs, dans les années 80, le Cecil, c'était la résidence principale de Richard Ramirez, le Night Stalker. Le type terrorisait tout Los Angeles. Il rentrait par les fenêtres, tuait, violait, et à la fin de sa nuit, il rentrait tranquillement au Cecil Hotel. C'est ça qui est fou. Il rentrait couvert de sang, littéralement. Il jetait ses vêtements dans les bennes ordures de l'hôtel, il montait dans sa chambre au 14e étage et personne ne posait de questions. Parce qu'au Cecil, voir un type couvert de sang ou à moitié fou dans le couloir, c'était juste un mardi normal. C'était le chaos total. Et il n'était pas le seul. Jack Unterweger, le tueur en série autrichien, y a logé en 91. Il se prenait pour un journaliste qui enquêtait sur la prostitution, alors qu'en fait, il étranglait des travailleuses du sexe avec leur propre soutien-gorge. C'est comme si le Cecil leur donnait une sorte d'immunité, ou pire, d'inspiration. C'est dans ce décor absolument glauque, poisseux, qu'arrive Elisa Lam en janvier 2013, une étudiante canadienne de 21 ans d'origine hongkongaise. Elle fait un tour de la côte ouest, elle est jeune, elle est naïve, elle poste des photos de ses repas et de ses vêtements sur Tumblr. Elle n'a rien à voir avec la faune habituelle du Cecil. Non, c'est clair. Elle pensait réserver dans une auberge de jeunesse un peu vintage. Elle ne savait pas qu'elle mettait les pieds dans l'antichambre de l'enfer. Elle appelle ses parents tous les jours. Et puis, le 31 janvier, le jour où elle est censée quitter l'hôtel pour aller à Santa Cruz, silence radio. Plus rien. La police fouille l'hôtel. Ils utilisent des chiens, ils inspectent les chambres, le toit, mais ils ne trouvent rien. Elisa s'est volatilisée. Et c'est là, 2 semaines plus tard, que le LAPD décide de rendre publique la dernière trace qu'on a d'elle, cette fameuse vidéo de surveillance de l'ascenseur. Thomas, cette vidéo, c'est probablement les 4 minutes les plus angoissantes d'Internet. Je l'ai revue hier pour préparer l'émission et honnêtement, j'en ai encore la chair de poule. C'est filmé le 1er février. On voit Elisa entrer dans l'ascenseur, elle porte un sweat à capuche rouge, un short, des sandales. Elle a l'air normale au début. Elle se penche vers le panneau de commande et elle appuie sur une tonne de boutons. C'est là que ça commence à dérailler. Elle appuie sur les boutons, dont celui de la fermeture des portes, mais les portes ne se ferment pas. L'ascenseur reste ouvert, bloqué. Et là, son comportement change radicalement. Elle recule, elle se colle contre le mur du fond, comme si elle se cachait de quelqu'un qui serait dans le couloir. Oui, et ensuite elle s'avance prudemment vers la porte ouverte, elle passe la tête dehors, elle regarde à droite, à gauche, de manière saccadée, comme si elle cherchait quelqu'un ou qu'elle vérifiait si la voie était libre. Et d'un coup, elle rentre à nouveau dans la cabine, mais elle se plaque contre le mur, les mains sur les oreilles, presque en panique. C'est le moment qui divise tout le monde. Est-ce qu'elle joue? Est-ce qu'elle est poursuivie? Parce qu'on ne voit personne d'autre, le couloir est vide. Mais le plus terrifiant, c'est quand elle ressort de l'ascenseur pour la dernière fois. Elle se tient sur le pas de la porte et elle commence à faire ses gestes bizarres avec ses mains. Ouais, ses mouvements erratiques. Elle torse ses poignets, elle bouge ses doigts comme si elle nageait ou comme si elle caressait quelque chose d'invisible. On dirait presque qu'elle parle à quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est totalement surréaliste. Et l'ascenseur ne bouge toujours pas. C'est ça qui me rend dingue. Elle finit par sortir du champ de la caméra, elle part vers la gauche, et seulement après qu'elle soit partie, quelques secondes plus tard, les portes de l'ascenseur se ferment et se réouvrent plusieurs fois, comme si l'appareil fonctionnait à nouveau normalement. C'est cette séquence qui a lancé des milliers de théories. Certains ont dit qu'elle était sous l'emprise de drogue, d'autres qu'elle faisait une crise psychotique,
psychotique, et bien sûr, vu l'historique du Cécile, beaucoup ont parlé de possession, de fantômes, ou que l'ascenseur lui-même jouait avec elle. Pendant que le monde entier analyse cette vidéo pixel par pixel, à l'hôtel, la vie continue, mais pas tout à fait normalement. On est mi-février et les clients commencent à se plaindre à la réception. Il y a un problème avec l'eau. C'est le détail qui transforme cette histoire de mystère en film d'horreur pur. Les clients disent que la pression de l'eau est super faible, mais c'est pas tout. L'eau a une couleur bizarre, un peu noire, brunâtre au début, avant de s'éclaircir. Et surtout, elle a un goût. Un goût sucré et métallique, c'est comme ça qu'ils l'ont décrit. Il y a une touriste britannique qui a raconté plus tard qu'elle s'est lavé les dents avec cette eau, qu'elle a pris des douches pendant une semaine. Elle disait que l'eau avait une odeur bizarre, un peu terreuse, mais elle pensait que c'était juste la tuyauterie de Los Angeles qui était vieille. Imagine l'horreur rétrospective. Donc, le 19 février, le matin, le directeur de l'hôtel envoie Santiago Lopez, l'agent de maintenance, aller vérifier les citernes d'eau sur le toit. Il y a 4 énormes réservoirs cylindriques en métal. Santiago monte sur le toit. Il prend son échelle, il grimpe sur le réservoir principal, il regarde par l'écoutille ouverte. Et là, il voit Elisa. Elle flotte, visage vers le haut, nue. Ses vêtements, ceux qu'elle portait dans la vidéo, le short, le sweat rouge, flottent à côté d'elle. Elle est dans un état de décomposition avancé. Ça fait 2 semaines qu'elle est là-dedans. 2 semaines que les clients de l'hôtel boivent, se lavent et cuisinent avec l'eau dans laquelle son corps se dissout. C'est absolument atroce. Mais au-delà de l'horreur, il y a la question logistique qui arrive tout de suite. Comment elle a atterri là? C'est là que le mystère s'épaissit. L'accès au toit est sécurisé. Il y a une porte avec une alarme. Si tu l'ouvres sans la clé du staff, ça hurle dans tout l'hôtel. Pourtant, personne n'a entendu l'alarme la nuit de sa disparition. Il y a bien une issue de secours extérieure, l'échelle de feu, mais c'est périlleux. Et ensuite, il y a les citernes elles-mêmes. Elles font presque 3 mètres de haut. Il n'y a pas d'échelle fixe pour monter dessus. Il faut transporter une échelle. Et les couvercles, Thomas, ces couvercles sont en métal lourd. Ouais, ils pèsent une tonne, enfin, façon de parler, mais c'est très lourd, difficile à manœuvrer. Comment une jeune fille menue, seule, en pleine nuit, aurait pu grimper sur une citerne de 3 mètres, soulever ce couvercle, sauter dedans et surtout refermer le couvercle derrière elle? Ah, le couvercle fermé, c'est le point de friction. Les premiers rapports de presse disaient que le couvercle était fermé, ce qui impliquait forcément une tierce personne. Impossible de le refermer de l'intérieur, en flottant. Mais plus tard, l'agent de maintenance a rectifié, en disant qu'il l'avait trouvé ouvert. Mais la confusion règne toujours. Et l'autopsie n'a pas aidé à calmer les complotistes. Le rapport toxicologique est revenu propre. Pas de drogue, pas d'alcool, rien qui explique les hallucinations ou les mouvements bizarres dans l'ascenseur. La cause officielle du décès, noyade accidentel, avec le trouble bipolaire comme facteur contributif. C'est la thèse officielle. Elisa avait arrêté de prendre ses médicaments pour sa bipolarité. Ce qu'on voit dans l'ascenseur, ce serait un épisode maniaque avec des hallucinations de persécution. Elle a eu peur, elle a fui vers le toit, elle a cherché une cachette. Elle a vu la citerne, elle a grimpé, elle a sauté dedans pour se protéger. Et une fois dedans, impossible de ressortir. Le niveau de l'eau était trop bas par rapport à l'ouverture. C'est l'explication la plus rationnelle. Hypothermie, épuisement, noyade. C'est tragique. Mais Sarah, tu sais comme moi que les coïncidences dans cette affaire sont troublantes. Oh que oui. Parlons du film Darkwater. C'est un film d'horreur japonais avec un remake américain sorti en 2005. L'intrigue, une mère et sa fille emménagent dans un immeuble délabré, l'eau du robinet devient noire et a un goût bizarre, l'ascenseur dysfonctionne et à la fin, on découvre le corps d'une jeune fille dans la citerne d'eau sur le toit. C'est quasiment le script de la mort d'Elisa Lam, mais écrit des années avant. Et il y a aussi cette histoire de test de dépistage. Oui, quelques jours après la découverte du corps, une épidémie de tuberculose s'est déclarée dans le quartier de Skid Row. Les services sanitaires ont déployé un test spécifique pour dépister la population. Tu sais comment s'appelait ce test? Non, me dis pas. Le test s'appelait Lam ELISA. LAMELISA. C'est l'acronyme de lipoarabinomanane et enzyme linked immunosorbent assay. Mais voir le nom de la victime dans l'ordre inverse sur le test de la maladie qui frappe le quartier où elle est morte, ça dépasse l'entendement. C'est ce genre de détail qui fait que l'affaire ne sera jamais vraiment close dans l'esprit des gens. Même si la science explique la bipolarité et l'accident, l'aura du Cécile Hotel, ce lieu maudit, semble avoir avalé Elisa Lam. Exactement. Comme si le bâtiment avait besoin d'un nouveau sacrifice
sacrifices pour maintenir sa légende noire. Quoi qu'il en soit, accident tragique ou rencontre surnaturelle, la vidéo d'Elisa Lab dans cet ascenseur restera gravée dans nos mémoires. Une jeune fille seule, face à l'invisible, quelques minutes avant de disparaître pour toujours. Une histoire triste, terrifiante et qui nous rappelle que parfois, la réalité est bien plus étrange que la fiction. Merci de nous avoir écoutés, dormez bien et vérifiez la couleur de votre eau avant de boire. À la prochaine!